Qu'en pense, on a Ovidio qui a déjà une question, la main levée. Je vais parler en anglais si c'est possible, c'est plus facile pour moi. Thank you very much for the presentation. I think that the power of the patient partner is really in his experience in how to find the best solutions for treatment and functional recovery. I am not so sure that we should emphasize so much the role of the patient partner in diagnosis. And here I will tell you a joke. A patient comes to the doctor and says, "Doctor, you know what? Slowly, you're gonna lose your job because with all this information available over there, I can I can do everything." And then the doctor answers, "Just make sure you don't die because of a typo." So the point here is, to my understanding at this point, it's really a way of finding the best solutions for the patient together, and not in a paternalistic way, as you very well emphasized before. And I want to also say that you presented very well the evolution of the main problems over time. But even in the 40s and in the 50s, there were some open-minded physicians that would really engage in a dialogue with their patients. They would not be necessarily paternalistic. They would ask them, they would go for functional recovery. I think that from this perspective, I just want to tell you my opinion that generally what you presented is very true from the point of view of the organizing of the health system, healthcare, as rules, as a general rule, but not particularly how practice was done. And I will very conclude here. It's actually a question for me. What are the ethical implications of some decisions? And I will give you an example. So, for example, a patient, based on his experiences, based on his wishes, refuses a treatment that would have side effects, or refuses going to the emergency, or refuses hospitalization, even though a physician indicates the treatment, indicates the hospitalization. And obviously, you have to recognize the needs, the wishes of the patient, and all his experience with the disease. What are the ethical implications? And for example, does the patient have to sign that he refuses treatment? You know what I mean? Because at some point, clinicians would indicate, based on their best knowledge, a certain treatment, a certain course, and patients may refuse for personal reasons, which are very valid. What are the ethical implications of the patient partnership in the treatment? That's a question. If you could give me your vision about this aspect. Peut-être, je vais revenir sur cette question-là. I'll come back on this question, but maybe to just answer the two comments you did. So yes, obviously there are physicians who did the job well, and who ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu des médecins. On a généralisé pour la présentation, mais on est tout à fait d'accord qu'il y a eu, et je dirais même, il y a eu avant la Deuxième Guerre mondiale, donc quand on était encore dans une médecine de proximité, il y avait peut-être certainement encore plus de médecins en mode partenariat qu'aujourd'hui. Donc, bien entendu, on a généralisé. La question des savoirs, par exemple, le premier commentaire, il est important parce que oui, il faut co-construire. Bien entendu, le plus important dans partenariat patient, c'est partenariat. C'est la co-construction. Mais l'idée de mettre l'emphase sur la notion de savoir, c'est qu'il faut qu'il y ait une base de reconnaissance de ces savoirs-là qui n'existent pas. Par exemple, quand vous donnez l'exemple de dire
qu'un patient peut mourir à cause d'une virgule. C'est assez condescendant. Moi, en tant qu'hémophile, je ne vais pas mourir à cause d'une virgule. En tant que séropositif, je vais la reconnaître, la virgule, plus qu'on pense. Donc, il y a aussi cette double perception de penser que le patient reste quelqu'un d'approximatif dans ses savoirs. Et oui et non. Et donc, c'est ça, si le système demain se met dans une optique où vraiment on accompagne les patients à développer leur savoir et leurs compétences, déjà aujourd'hui, il y a très peu de chances qu'ils meurent parce qu'ils ne voient pas une virgule, mais demain, ce sera encore moins le cas. Donc ça, c'est mes deux commentaires par rapport à ça. Donc, cette reconnaissance des savoirs, ce n'est pas une revendication, c'est une nécessité méthodologique pour arriver à une logique de partenariat. Et aujourd'hui, on a encore du chemin à faire là-dessus. Pour la réponse à la question, peut-être, Philippe, tu m'accompagneras là, mais pour moi, la question sur cet exemple-là, c'est qu'on est plus… La responsabilité qu'ont les professionnels, c'est une responsabilité de processus, de moyens et non pas de fin. So it's focusing on means rather than on outcomes. Les médecins ont une responsabilité d'accompagner leurs patients au maximum de leurs connaissances et de leurs compétences de partenariat. Mm-hmm. Si en bout de ligne, le patient, son choix est de mourir, son choix est de mourir. Ce n'est pas la responsabilité du médecin de faire ce choix-là. En tout cas, ici au Québec, de toute façon, effectivement, la décision finale appartient au patient, sauf en cas d'inaptitude, bien entendu. Et bien entendu, il va falloir qu'il signe un papier. Généralement, il va falloir qu'il signe une décharge en cas d'arrêt de traitement. Il va falloir qu'il signe un papier en cas d'arrêt de traitement ici au Québec. Mais on a été la première province dans le monde, le premier endroit dans le monde, en 90, à statuer très clairement que la prise de décision finale d'un traitement appartient au patient ou à la personne qui est son tuteur légal. Philippe, je ne sais pas si tu veux rajouter là-dessus. Oui, ben juste pour une affaire là-dessus, là, c'est sur encore une fois cette asymétrie, c'est que il faut aussi reconnaître, dans le partenariat, il y a la reconnaissance de l'interdépendance. Une relation de partenariat, c'est une relation où on a besoin l'un de l'autre. Jamais, 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 en fait, ou disons rarement, le patient n'accédera jamais à tous les savoirs que le professionnel de la santé il a. Et, de façon tout à fait réciproque, le médecin, en l'occurrence moi par exemple, jamais je vais savoir tout ce que mes patients savent qui va m'aider à comprendre à quel point c'est réaliste, c'est indiqué, c'est une bonne idée ce choix de traitement ou ce autre-là. Et donc, on ne peut pas avoir, c'est impossible. Aucun des deux peut tout faire. On a besoin l'un de l'autre. Et c'est ça. Puis en fait, ce qui pose la question, on va aller avec les autres interventions, mais ce qui amène très bien la carte, qui met très bien la table pour notre discussion finalement, qui revient à savoir qui sait le mieux entre le médecin et le patient, ce qui est bon pour le patient. On continue. Okay. Oui, est-ce qu'on prend quelques questions rapidement? Ou… Comme vous voulez, c'est toi qui dirige. Là, nous, on est… Je suis certain que Rona est impatiente de se manifester. Ou peut-être, en fait, vous savez quoi? Avant juste de mettre les prochaines questions, puis je vais juste poser notre question, puis après, on fera un tour où est-ce que les gens interviendront, puis de toute façon, on veut savoir votre opinion rapidement là-dessus. Vincent et moi, on se connaît depuis plus de 10 ans maintenant. On est des collègues, on est des bons amis aussi, honnêtement. On partage plein de choses, plein de passions. Il y a plein de choses sur lesquelles on ne s'entend pas, notamment sur les équipes de hockey, puis les prédictions sportives, puis des choix culturels. Mais on a aussi une grande communauté intellectuelle, Vincent et moi. On lit les… Mais bref, on est devenus des bons amis où on a rencontré beaucoup les proches l'un de l'autre et ces choses-là. Et Vincent, depuis quelques années, me demande si j'accepterais d'être son médecin de famille. Je travaille au quotidien là, avec Vincent.
Et je vous avoue que j'hésite. J'hésite. Je le connais très bien, Vincent. Je connais sa femme, je connais son père, puis je connais sa mère, puis je connais tout le monde très bien. Puis je vais prendre un verre avec ses bons amis, puis avec son beau-frère. Puis je ne sais pas à quel point Vincent insiste, puis il n'arrête pas. Puis je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr si c'est une bonne idée que je sois son médecin de famille. Qu'en pensez-vous? Et là, la parole est avec vous. Oui, donc, d'ailleurs, on a l'habitude de se présenter à nos invités à travers un exercice de réflexion comme celui-là. Si on a, on peut commencer par l'ordre des mains qui sont levées. Là. Ajustez votre questionnement à la lumière de celle que je viens d'insérer dans le chat. D'accord? Alors, Rona? I'm going to speak in English too. The relationship is important. There's boundaries there. There's things that you might not want to say to your friend. I mean, there's a certain amount of objectivity that has to be there. I mean, between yourself and Vincent, and that's obvious. I would want the same thing out of my relationships with my healthcare workers, and that brings me to my comment. When it comes to diagnosis, it would be very different depending on the relationship I have with my health professional. I would be more likely to partake in a conversation about my mental health with somebody who knew me well and was willing to accept a diagnosis, but not for somebody who did not know me, because they do not know my trajectoire de vie. They do not know my project de vie. They do not know what I value. And unless they're willing to take the time to discover those things, they can't really know how the symptoms I'm experiencing are affecting my life globally. There's a difference between having mental health symptoms and having a loss of functioning in your life. And for that reason, because I've had a long history with chronic illness, I've been misdiagnosed several times. And so that's when it comes to different kinds of decisions. If I had been given a shared decision where I was given all the information and I was able to disseminate that and share that with my health professional, I would make a truly informed decision. Unfortunately, what happens in mental health, and as we learned in this course, is that there's the decisions that the doctors push, and that's the best choice decisions. Is really they want you to make their decision. They're giving you the illusion of a partnership, but really they're just pushing the information to one side so that you accept the best choice and accept the treatment of choice. But also we just learned that out of those 2,000 medications, only 11% were supposed to actually did what they were supposed to. So making a decision towards medication is really, really tricky. And I know for myself and most people are actually anti-medication now for those reasons, because the side effects are too strong. And finally, there's the preferences. And that's when a little more partnership with your medical professional is important, and respecting their objectivity and their experience as a professional, as an expert, and having the evidence as base, because sometimes just choosing what you prefer to do is actually not the best choice either. And that's not a shared decision either. So I think my point is that depending on the relationship you have with your healthcare professional is going to decide what kind of partnership you're going to develop. Because without them truly knowing you as a person, they can't make any kind of decisions on your behalf. Fair? Merci, Rona. Juste deux petites choses sur votre intervention. La première, c'est juste préciser, 11%, c'est prouver que ça marche. Ça ne veut pas dire que le reste ne fonctionne pas. Loin de là. On est arrivé à prouver que ça fonctionne. Il y a une grande catégorie, il y a 25% qui rentrent aussi dans fort probablement que ça fonctionne, mais on n'a pas les preuves encore. Then it becomes a matter of how do they work. L'autre chose, tu sais, puis pour ajouter un peu à la complexité, mon premier réflexe face à la situation à Vincent, puis à la proximité, puis ce que ma profession m'a appris, moi, puis ma formation m'a appris que ce ne serait pas bien pour Vincent que je sois son médecin de famille. C'est ça. Puis là, Vincent vient me dire, oui, ce serait bien pour moi. Puis ce qui me pose la question, qui suis-je, moi, pour savoir qu'est-ce qui est bon pour Vincent? Mais bon, on continue notre tour. Je te laisse diriger, Jean-François, à qui donner la parole. Je prends le même ordre ici. Là, je vois Cilia qui est... Allons-y. Dans le fond, en fait, bonjour. Merci pour votre présentation, c'est riche.
Donc, selon moi, donc, ça va dépendre beaucoup de, de la force de la relation, en fait. À quel point vous êtes capable de mettre des limites avec votre patient. Parce que d'un côté, oui, en fait, moi, je considère que c'est carrément une bonne opportunité, en fait, parce que vous avez un peu l'anamnèse de vie, finalement, de la personne. Donc, ça va vous permettre un peu de dézoomer du problème au moment X. Ça va enlever l'aspect photo du patient, mais ça va aller chercher comme une vidéo en plus loin, en zoomant. Fait on est plus capable d'aller chercher ce qui ne va pas à la place de comme juste prendre le problème instantané et ce qui peut être, en fait, ce qui peut diverger totalement de la raison de consultation ou peu importe, là, c'est des fois instantanément, on émet des diagnostics, puis au final, en fait, c'est comme avec des causes externes qu'on ignore nécessairement. Et donc, je crois carrément que c'est une occasion, mais encore, à vérifier avec la déontologie, il faut quand même mettre encore des limites. Comme je dis, ça dépend de la personnalité du médecin et du patient, dans le sens que, oui, je peux facilement prendre un ami en consultation sans problème, mais tout en respectant l'éthique et la déontologie, euh, le secret médical et j'en passe, en fait. Donc, c'est à quel point vous êtes en maîtrise de votre personne, dans votre amitié, en fait, je crois. Et cette limite-là, ça va être à identifier avec, en fait, je pense d'une façon subjective, mais je crois que c'est très facile de savoir si on peut, ben, très facile, peut-être pas, mais du moins, on peut être en mesure de savoir si on peut, mettons, garder un secret ou on se connaît un peu. Donc, mais après, moi, je vois ça comme une opportunité, justement, comme je dis, un amnèse de vie, l'histoire de vie. Je pense que c'est un bon indicateur pour pouvoir intervenir en situation, enfin, pouvoir apporter des interventions efficaces, surtout, d'avoir plein de facteurs connexes à la cause de consultation. Excellent. Je vais vous laisser parler, je ferai mes commentaires après. Je pense que... Oui, bien, on voit ici, il y a probablement des avantages, mais j'imagine que l'hésitation de Philippe, c'est parce qu'il y a peut-être des questions moins avantageuses dans le fait d'accepter l'invitation. On se rappelle, hein, c'est sur l'insistance de Vincent, là, c'est Vincent qui veut avoir Philippe là, comme médecin de famille. Là. Puis Philippe semble avoir quelques réticences. Est-ce que c'est à cause de Vincent? Est-ce que, bon, on va le savoir plus tard. On avait Martial ou était-ce Louis? Oui, Martial. Peut-être en se présentant aussi à travers vos travaux très, très brièvement. Oui, donc déjà, merci pour la présentation. Je m'appelle Martial, je suis étudiante donc, à la maîtrise en sciences biomédicales. Et en fait, je poursuis mon projet de recherche au CHU Sainte-Justine, où j'étudie justement la dépression et comment prévenir la dépression chez les adolescents. Et en fait, pour répondre à la question, en fait, dans un premier temps, je me suis dit que ce serait, oui, peut-être une bonne idée. Puis, en fait, je me suis rappelée d'une histoire justement personnelle où, en fait, donc, ma maman est aide-soignante. Donc, je pense que l'équivalent, c'est préposé aux bénéficiaires. Et donc, on a notre médecin de famille qui nous connaît vraiment depuis super longtemps, qui connaît toute notre famille. Puis, elle a fini aussi par sympathiser avec ma maman. Et jusqu'à un moment où, ma maman se plaignait de douleurs au ventre, etc. Et comme notre médecin savait la profession de ma maman, savait à quel point c'était dur, etc., elle s'est dit, bon, ça doit être le stress du travail, beaucoup de pression. Donc, je ne pense pas que ce soit grave. Puis, le problème a vraiment persisté dans le temps. Et ma mère trouvait que c'était pas normal. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a vu un autre médecin qui a dit, OK, on va essayer de faire plus d'examens, etc. Et en fait, il s'est avéré qu'elle avait un problème, je crois, au niveau de la vésicule biliaire. Et justement, comment dire, ce que je peux tirer justement de cette anecdote, c'est que
c'est peut-être bien justement qu'il y ait un certain lien avec le médecin parce qu'il connaît un peu notre environnement, tout ça, ce qu'on vit. Mais d'un autre côté, je pense que ça peut être risqué parce qu'en fait, on peut minimiser un peu les choses parce qu'on connaît la personne, on peut se dire non, mais c'est bon, je la connais, je pense que ça doit être ça, puis ça devrait aller. Et au final, justement, il y a un risque qu'on passe à côté de quelque chose. Donc, pour répondre à la question, je pense que ce ne serait pas une bonne idée que Philippe soit le médecin de famille de Vincent. Moi, j'ai une question pour toi, juste avant. Est-ce que tu penses qu'une situation comme celle-là ne pourrait pas se produire dans une relation thérapeutique normale aussi? Ça se pourrait, mais je trouve que, justement, si on devait comparer, je trouve que c'est pire, justement, venant d'une relation thérapeutique, on va dire, plus développée que quelqu'un qu'on ne connaît pas. Le résultat est le même. Le résultat est le même, mais je me dis, justement, après, le médecin, parce qu'il, comment dire, Il va se sentir coupable? Ouais, exactement, parce que c'est triste ça. Son devoir, c'est justement de faire en sorte que vous allez mieu. Donc, donc c'est pour la bien-être du médecin, en fait, que tu me dis ça. Ben, oui et non, en fait. Parce qu'il y a les deux qui sont... Non, il y a les deux quand même qui sont pris en compte. D'accord. Merci pour votre intervention. On continue si on veut donner la chance à tout le monde, là, parce que je vois le temps qui passe. Oui, on aura Louis et ensuite Sarah. Oui, bonjour. En fait, je vais me présenter pour commencer. Moi, je m'appelle Louis, je suis à la maîtrise en sciences biomédicales, puis j'étudie la psycho-neuro-endocrinologie des différences sexuelles dans la cognition. Puis, en fait, j'avais une question, fait que je me demandais par quoi je devrais commencer. Est-ce que je commence par répondre à la vôtre ou je commence par ma question? Je ne sais pas comment on pourrait fonctionner. Comme tu veux. OK, parfait. Je vais commencer par la réponse à la question, que je trouve d'ailleurs très intéressante. Mais comme votre présentation, en fait, merci beaucoup pour ça. En fait, je vais utiliser pas mal des éléments de votre présentation pour y répondre à cette question-là. Comme j'ai cru comprendre et comme ça semble quand même être l'élément important de votre présentation, comme dans le diagramme des différents savoirs, dans le partenariat, le patient a pas juste un savoir expérientiel subjectif et le professionnel n'a pas juste un savoir clinique objectif, il y a aussi un savoir subjectif. Alors, dans cette optique-là, souvent, on se dit, si on est trop proche, je veux une personne loin de moi parce que ce ne sera pas objectif. Moi, je veux de la neutralité. Ce ne sera pas subjectif, on veut de la neutralité pour que la personne arrive avec une vision neutre de la personne pour pouvoir par la suite poser un diagnostic objectif ou établir un partenariat qui est objectif. Moi, pour répondre à la question, je pense que ce serait bien d'accepter d'être le médecin de famille parce que justement, si on va dans une optique de partenariat où tout le monde a un savoir subjectif et un savoir objectif, bien, sachant que ces deux savoirs-là vont ensemble et que c'est pas, et que souvent l'argument qu'on utilise pour avoir une personne loin de nous comme médecin de famille, ou du moins pour commencer, c'est souvent basé sur un savoir qu'on veut qu'il soit objectif, bien, sachant le partenariat qu'on veut, théoriquement, ce partenariat-là, on aimerait ça que ce soit une relation mutuelle qui utilise les deux types de savoirs. Moi, je pense que ce serait très positif d'avoir ça, puis très enrichissant. Pour un petit peu ma question que je voulais poser, en fait, je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir la vision globale de la médecine au niveau du partenariat. Et c'est un petit peu ironique parce que ma question va être au niveau de la psychiatrie. Comme on sait, comme on a pu comprendre, souvent, c'est la psychiatrie et le mouton noir de la médecine en général. Et moi, je me demandais, en fonction du diagramme que vous avez présenté des différents savoirs, en fonction de la ligne du temps que vous avez établi de l'évolution du partenariat, est-ce que vous pensez que c'est parallèle, l'évolution de la psychiatrie au niveau du partenariat, ou que est-ce que ça se fait comme la médecine traditionnelle plus physique, ou on est dans une évolution qui est à part? C'est plus ça, en fait, ma question et ma réponse. Peut-être je répondrai à cette question-là, si tu permets, Philippe. Déjà, en médecine physique, hein, il y a beaucoup de variantes. Hein, donc, c'est par exemple en oncologie, ça a du mal à démarrer, puis là, ça part.
Tu sais, il y a comme un décollage en oncologie actuellement. Il y a beaucoup de pères aidants, patients accompagnateurs en oncologie. Il y a vraiment un changement important. Puis il y a d'autres endroits où c'est plus compliqué, là, tu sais, où ça reste plus compliqué aussi. Donc, bref. Donc, il y a ces variantes aussi en santé physique, parce que chaque pathologie a sa complexité, a sa dimension, a la complexité de sa dimension relationnelle notamment, etc. La santé mentale, elle est à la fois précurseur. Donc, elle a été ça a été le premier, certainement, grand mouvement autour de ça. C'était une des premières aussi en termes de théorisation, avec des approches de rétablissement qui ont poussé la chose très loin, qui ont dépassé le volet patient en parlant du rétablissement citoyen, de reprendre son statut citoyen, etc. Donc la santé mentale a poussé le curseur très loin. La plupart des chercheurs actuellement, dont j'ai parlé tout à l'heure, viennent de la santé mentale. Mm-hmm. Mais c'est sûr que la complexité n'est pas la même. C'est pas le même. Donc, il y a une complexité en santé mentale, il y a beaucoup de bonnes intentions. Il y a énormément de personnes que je connais qui veulent aller dans ce sens-là, mais les clés pour y arriver sont plus complexes qu'ailleurs, parce que la santé mentale en elle-même, ça se tient dans la relation. La relation est à la fois le résultat, l'avant et l'après. Tout se tient dans la relation. Alors, donc c'est une complexité, mais d'un point de vue, je te dirais, extérieur, la santé mentale est un train qui tire fort. Et les intentions sont fortes en santé mentale pour aller dans ce sens-là. Mais malheureusement, l'apprentissage, pour trouver les voies de passage, sont beaucoup plus longs parce que c'est plus compliqué. Là. C'est beaucoup plus compliqué. C'est comme, je donnerai un exemple, c'est comme discuter de l'aide médicale à mourir dans un contexte de santé physique versus de santé mentale. Est-ce que la santé mentale est en retard? Non. La réflexion est beaucoup plus compliquée en santé mentale qu'en santé physique. Et ce qui fait que les gens qui réfléchissent à l'AMM dans des contextes santé mentale ont certainement poussé beaucoup plus loin que ceux qui réfléchissent à l'AMM. Je suis dans des stages d'éthique clinique. Aujourd'hui, on arrive avec cette question de l'AMM en contexte santé mentale et tout de suite, le niveau de complexité, c'est comme… Peut-être c'est vrai qu'on n'a pas su si la demande de Vincent, c'était par rapport à sa santé strictement physique ou aussi peut-être pour des troubles plus courants comme l'anxiété ou la dépression. Bon, on le découvrira peut-être tout à l'heure. Sarah, s'il vous plaît. Il y avait Ovidiu, je pense, avant, non? Peut-être si on a le tour, on va écouter ceux qu'on n'a pas encore entendus. Oui, c'est ça. J'avais trouvé l'intervention de Martial pertinente parce que moi aussi, au début, j'étais de l'avis comme avec tout le discours vraiment de l'alliance thérapeutique. Moi aussi, j'aimerais ça là, que mes amis proches soient mes médecins un peu. Mais après ça, j'ai comme eu une réflexion. Puis dans le fond, j'étais comme, admettons qu'on fait une métaphore un peu avec le cas de l'avortement, puis du choix qui appartient comme à la personne. J'étais comme, est-ce qu'on laisserait le mari de la femme qui se fait avorter faire la chirurgie s'il était un docteur clinicien? Puis je trouve que c'est là le sujet éthique. Là. Non, il y aurait trop une implication. Puis dans le choix personnel, c'est peut-être plus facile de respecter le choix du patient si on n'est pas impliqué dans sa vie personnelle. Fait que j'étais juste comme, OK, c'est vraiment une bonne réflexion. Puis, c'est ça. Fait que je crois que non, d'un point de vue éthique, là, de l'éthique de la médecine, non. Voilà. Ça a le mérite d'être clair. On va prendre une dernière intervention. Je pense que quelqu'un, psychiatre, s'est senti interpellé par les derniers questionnements. Chloé, on vous écoute. Brièvement, s'il vous plaît. Ah oui, oh mon Dieu, brièvement. OK. Ben, tu sais, pour faire une petite histoire courte, me présenter, moi, je travaille à la maîtrise sur l'adaptation de la psychothérapie aux personnes autistes. Mais sinon, dans mon autre vie, je suis psychiatre à l'OUIH, puis je suis en clinique de 3e ligne. Puis la majorité de mes patients, c'est des personnes qui ont une déficience intellectuelle, donc qui sont inaptes.
C'est ça. Comment je dirais ça? Par rapport à la question, moi, je vais avoir une réponse grise, là, dans le sens que, comme je suis psychiatre, comme psychiatre, j'ai vraiment un rôle souvent d'évaluation de la dangerosité. Puis souvent, j'ai des choses très difficiles à dire. Juste, mettons, cette semaine, j'ai fait des annonces de mauvaises nouvelles, mais qui ne venaient pas nécessairement de moi, qui venaient de la famille, mais pour préserver le lien de la famille avec mon patient. Il y a tous des enjeux relationnels, systémiques qui sont très importants que si je serais impliquée personnellement, je pense que je ne serais pas capable de faire aussi bien. Après ça, c'est sûr que je suis tout le temps dans ce questionnement-là du partenariat patient-médecin, surtout avec mes patients inaptes, puis ça inclut la famille, puis mes patients ont des troubles de comportement, fait que des fois, ils vont comme frapper des intervenants, puis donc, qui est mon patient là-dedans? C'est sûr que mon patient demeure le patient, mais mon patient est en interaction avec son environnement. Comment je dirais ça? C'est ça, mais c'est surtout que souvent, j'ai des choses très, très difficiles à dire que je crois que je ne serais pas capable d'aussi bien dire si j'avais une relation personnelle. Mais après ça, c'est sûr que mon approche est tout sauf patriarcale pour la simple et bonne raison que, en général, je trouve que quand on impose des choses aux gens, ça ne fonctionne pas. Plus on impose, moins ça fonctionne. Moins on impose, plus on suit ce qu'eux croient efficace, plus ça fonctionne de manière générale. Puis après, comme je vous dis, j'ai vraiment une prise de décision partagée avec beaucoup de personnes. Puis j'ai vraiment une expertise comme psychiatre qui est limitée dans une situation complexe. Donc, juste ça, je pense que ça me met en position plus de partage, là. Puis l'autre chose aussi, que moi, à chaque fois qu'on parle du partenariat de médecins, juste par le fait que je suis une femme, que j'ai l'air très, très jeune, dès que je prends une position un peu patriarcale où ce que je dis, c'est ça la réponse, puis c'est ça la décision, d'une façon ou d'une autre, j'ai aucune crédibilité, là, aucune crédibilité. Puis, donc, ce qui est vraiment plus gagnant, anyway, juste par mon look extérieur, c'est d'aller dans une approche de partenariat, là, d'essayer d'impliquer les gens dans la discussion. Puis, je pense que c'est un vécu qui est partagé par plusieurs de mes collègues féminines. Mais bon, voilà. Fait que j'espère que j'ai été brève. Merci. Et merci. On voit la question des niveaux de soins, première, deuxième, troisième ligne, la question du genre, de l'expérience, l'âge, et ainsi de suite. Bon, je pense qu'on a beaucoup d'éléments pour suite et fin. Peut-être Philippe et Vincent, comment se conclut votre histoire? Bon, déjà, je vais donner quelques éléments de ce qui a été dit. Juste pour le faire. Bon, déjà, bien entendu, ça s'inscrit dans ma relation avec Philippe, qui est un médecin de famille. Donc, je ne pense pas que ça doit être généralisé. Je pense que chaque situation est différente. Donc, je pense qu'on ne peut pas rejeter ça d'un bloc en disant ce n'est pas comme une règle de base pour différentes raisons. D'une, parce que de toute façon, il y a forcément une dimension émotive dans la relation. Donc, de toute façon, cette dimension émotionnelle, il faut la reconnaître et la gérer. Je donne un exemple. Annie Janvier, qui est une chercheuse à Sainte-Justine, a fait une étude, d'ailleurs, c'est paru dans la presse il y a quelques temps, il y a peut-être un an, où elle démontrait que finalement, beaucoup des médecins néonatologistes, je ne sais plus, je pense que c'est 30 ou 40% des médecins, ou 30 ou 40% des fois, allaient aux enterrements des enfants qui décédaient alors qu'ils étaient en charge de ces enfants-là et qu'ils étaient donc proches des parents. Donc, encore une fois, cette idée, par exemple, de dire que Philippe ne pourrait pas être mon médecin de famille, ça rentre, à mon avis, dans une espèce de fantasme que la médecine peut être objective. Mais l'objectivité dans la médecine, à mon avis, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est ce qu'il y a de plus facile de présenter des faits objectifs. Par exemple, si je reprends l'exemple qui a été donné tout à l'heure par Martial, le fait qu'un médecin présente des faits par rapport à une maladie ou quelque chose,
S'il ne le fait pas, c'est de l'incompétence. C'est facile à faire. Ce qui est difficile à faire, c'est le volet relationnel, émotionnel. C'est là où, c'est justement, comme on discutait tout à l'heure, c'est cette espèce de co-construction qui se crée. Donc, donc, dans une relation, donc ça, c'est une première chose. Donc, c'est pour ça que je pense qu'effectivement, ça pourrait être faisable. Et ça pourrait être d'autant plus faisable si je reprends l'argument de Christina, si je me trompe pas, qu'effectivement, cette dimension relationnelle, elle est là. Donc, on a plein de raccourcis. Il y a plein de raccourcis. En niveau efficacité, c'est beaucoup plus efficace. Et pour lui et pour moi. C'est beaucoup plus rapide. L'autre chose aussi, c'est que, et c'est pour ça que ça ne pourrait pas s'appliquer dans tous les contextes, c'est que quand même, il y a toute une partie de mes problématiques de santé que je gère avec des spécialistes. Je ne voudrais pas cette relation-là avec mon médecin spécialiste. Non. Parce que je le vois une fois de temps en temps, c'est quelque chose de très cadré, c'est pas pareil. Là, on parle de la relation avec un médecin de famille. Donc, c'est un médecin qui est dans ma vie de toute façon. Un bon médecin de famille, il est dans ma vie. C'est un peu comme un psychologue. Il connaît ma vie. Il doit connaître ma vie pour me suivre. D'autant plus si je suis un patient expérimenté qui a multipathologie. S'il n'est pas dans ma vie minimalement, il ne suivra pas. Il ne sera pas là. Celui que j'ai actuellement, il ne suit pas. Donc, ce que je fais, c'est que je suis tout le temps en relation avec mes spécialistes. C'est avec mes spécialistes que je gère ma maladie, pas avec mon médecin de famille. Il ne peut pas suivre. Il n'y a pas les conditions pour qu'il suive. Avec Philippe, il y aurait les conditions pour qu'il suive. Il suivrait sans problème. D'ailleurs, quand je suis mal pris, je discute un peu avec lui pour savoir quoi faire. Tout de suite, il comprend. Alors, effectivement, après, il y a les enjeux, des mauvaises annonces, etc., des mauvaises nouvelles. On se comprend qu'il y a un paquet de défis qui fait qu'il peut y avoir des dérapages. Mais, puis, par exemple, il y avait aussi la question du respect du choix du patient. Je ne sais plus qui l'a amené, que c'est plus facile pour quelqu'un de neutre de respecter le choix du patient. Non. Ben non. Non, 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 non. C'est plus facile pour quelqu'un de neutre de ne pas respecter le choix du patient. Absolument. Parce que ça n'a aucun, pour lui, pour le médecin, ça n'a aucun impact de simplement rouler et d'avancer sans tenir compte de ça. Puis de se rabattre sur sa validité scientifique et de ramener la validité de savoir patient à un minimum ou carrément les rejeter. Et là, on rentre dans cette question, encore une fois, de la reconnaissance de la complémentarité des savoirs. Philippe ne va pas remettre en question mes savoirs. Il connaît mes savoirs, là. Il va pas, tout de suite, l'ajustement au niveau de ses savoirs et de mes savoirs va être quasi automatique. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des risques de recul, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des risques de difficultés pour Philippe par rapport à certaines questions. Ça ne veut pas dire que moi, je n'aurais pas certaines difficultés par rapport à m'ouvrir à d'autres types de problèmes qui sont plus intimes, plus personnels ou plus peut-être de l'ordre de la santé mentale, par exemple. Oui, effectivement. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a aussi parallèlement à ça une fluidité dans la relation qui va être nettement plus efficace parce que le lien justement dont on parle depuis le départ, c'est-à-dire de lier le côté objectif et le côté subjectif, c'est-à-dire le contexte de vie avec le volet clinique scientifique, ben là, il se fait naturellement, il est là comme tout le temps. Mais bien entendu, c'est une relation qui doit être cadrée. C'est-à-dire que, par exemple, si Philippe devenait mon médecin de famille, ce n'est pas pour ça que je vais l'appeler toutes les 5 minutes pour lui dire « Philippe, qu'est-ce que tu en penses ?» Être cadré dans le cadre dans son cadre à lui. Il faut que ce soit cadré. Alors, encore une fois, ce n'est pas de dire qu'il faut que ce soit comme ça tout le temps. Ce n'est pas de dire que c'est simplement d'amener que beaucoup des arguments que vous avez proposés sont des arguments qui se discutent dans les deux sens. À la fois pour et à la fois contre. Presque tous. Moi, vous savez, je vais juste faire une petite anecdote avant qui va mettre la table à mon point de vue là-dessus. Je fais dans ma pratique les mardis après-midi une clinique de petite chirurgie. En tant que médecin de famille, je fais des petites chirurgies.
Puis vous savez, pour revenir sur ce mythe de l'objectivité ou de la neutralité ou de la distance, on m'a souvent enseigné à l'école de médecine, donne jamais ton numéro de cellulaire ou ton email à tes patients. On prend pour acquis que tout le monde va se comporter comme 5 à 10 finalement de la société qui ont des problèmes. Et donc, il y a quelques années, vous savez, des fois, je n'opère pas parce que je ne sais pas c'est quoi la lésion, elle est suspecte. Puis je dis, vous devriez aller voir un dermatologue. Là, c'est compliqué. Quand tu vas quelqu'un voir un dermatologue, tu n'as aucune idée comment c'est reçu. Hein? Ça fait 3 mois qu'il l'a mis sur son calendrier. Il y avait un rendez-vous en petite chirurgie pour faire enlever un kyste. Et là, le médecin, il ne le fait pas. Peut-être qu'il va le vivre comme un rejet. Peut-être qu'il va se dire il avait l'air pressé, il n'avait pas envie, ça ne l'intéressait pas. Il s'est débarrassé de moi, il l'a envoyé chez le dermato. C'est compliqué de trouver un rendez-vous chez le dermato. Comme savoir collectif, on sait que c'est compliqué. Puis, écoutez, à chaque semaine, je revenais, puis j'avais toujours 3-4 messages de patients en disant « Je n'ai pas réussi à avoir de rendez-vous en dermato. » Puis là, à un certain moment, j'ai dit « Je vais faire l'inverse. Je vais me rendre beaucoup plus disponible. » Là, je leur disais « Écoutez, je ne sais pas c'est quoi, je préférerais que vous voyiez un dermato. Vous savez quoi? On va se donner 3 à 4 semaines que vous réussissiez à obtenir un rendez-vous en dermato. Peut-être pas que c'est le rendez-vous, mais que vous obteniez un rendez-vous. » Je dis, puis si jamais vous ne réussissez pas, au bout de 3 à 4 semaines, voilà mon nom. Appelez, ça c'est le numéro de poste de ma secrétaire. Laissez-moi un message en me disant, je n'ai pas réussi à obtenir de rendez-vous et moi, je vais prendre le téléphone et je vais appeler un dermatologue. Ça fait 7 ans que je fais ça. Je n'ai eu aucun message. C'est que tout d'un coup, parce que j'ai offert ça, parce que j'ai ouvert ça, s'installe quelque chose. Tout d'abord, le patient est beaucoup plus débrouillard. Il y a un filet de sécurité derrière lui, ça le met en confiance, et là, il trouve des rendez-vous en dermato. Tout comme moi, j'ai 850 patients, je travaille 2 jours et demi semaine. Bien, j'ai donné mon email à au moins 250 là-dedans, 300. Ça fait 10 ans. J'ai eu une fois ou deux messages que je n'ai pas aimés, qui sont arrivés à un mauvais moment, que je n'aimais pas le ton. Pour le reste, quand on donne notre email à un patient, moi, si mon médecin me donnait son email, là, puis j'avais mal au ventre le samedi soir, qu'est-ce que je ferais? Je me gérerais puis j'y écrirais le lundi matin. Il n'y a personne qui m'écrit le samedi soir. Et pourtant, c'est ça la crainte qu'on a. On enseigne la médecine comme si tout le monde on enseigne ça à l'école de médecine. On dit si la personne te dit qu'elle boit 6 consommations par semaine, ça veut dire que c'est 12. Il y a d'emblée cette logique-là, comme si. Et donc, moi, ce que j'aimerais qu'on enlève aujourd'hui de l'équation, de la discussion entre Vincent et moi, c'est… Philippe, 2 secondes. Ouais. Il va falloir que je quitte. Je m'excuse vraiment. J'ai une rencontre super importante avec le ministère. Tu me fais confiance pour clore? Je te fais confiance pour clore. Merci, je disparais. Merci à tous. OK. Puis, c'est Vincent qui m'a mis sur la piste de ma réelle résistance, qui m'a fait comprendre pourquoi je ne voulais pas. Puis, vous savez, la raison tout simple, moi, j'ai envie. Je me sens capable. À ce stade-ci de ma carrière, j'ai 17 ans de pratique, j'ai un recul, je fais des groupes balines depuis 18 ans, je me connais dans la relation, je me connais personnellement. Je connais assez Vincent pour savoir que ça irait, qu'il y a certains, ça influencerait un peu notre amitié, puis il y aurait certains thèmes que et lui et moi, on ne serait pas confortable d'aborder, mais on serait capable de se le dire, tout simplement. Ce que j'aimerais qu'on évacue de la discussion, vraiment, et c'est ça le but de notre échange aujourd'hui, c'est ce ne serait pas bon pour Vincent. Je pense que c'est ça qui, à la limite, ça a le droit d'être pas bon pour moi. Et j'ai le droit d'exister. Je vous l'ai dit tantôt, on ramène la subjectivité. À tout le moins, ce que Vincent me demande, c'est de dire, moi, je ne veux pas pour moi, pour me protéger, moi, mais d'arrêter de dire, je ne veux pas parce que ce n'est pas bon pour toi. C'est trop facile de dire ça. Et c'est comme ça, moi, que j'ai été éduqué, en tout cas en médecine. C'est ça qu'on m'a enseigné. On m'a dit, tu ne donnes pas ton email parce que ce n'est pas bon pour le… Tu ne donnes pas… Et ça, c'est très difficile pour moi d'accepter, de dire que je sais mieux que Vincent qu'est-ce qui est bon pour Vincent. Par contre, je sais ce qui est bon pour moi. Et ce que me dit Vincent en bout de ligne, me connaissant, il me dit, je pense que tu as envie, Philippe. Je suis bon pour toi, Philippe. Je suis bon pour toi. Et dis-moi pourquoi je n'irai pas, Vincent? Pourquoi je veux pas? Non, je te laisse. Il faut que je te laisse répondre. Salut tout le monde, merci. Vincent me dit, tu peux pas, il dit, tu veux pas parce que tu as peur de quoi tu aurais l'air auprès de tes pairs.
Tu as peur de quoi tu aurais l'air auprès de tes collègues médecins et auprès du collège des médecins. Et c'est un peu vrai. Pour l'instant, c'est ça qui me bloque. C'est mon cadre. C'est le surmoi intériorisé. C'est la peur de qu'est-ce qu'on va me... Comment on va me... Moi, je sais que je suis capable, mais mon Dieu, de quoi ça va avoir l'air? Et c'est le poids de la norme qui est sur moi, qui vaut quelque chose, qui n'est pas juste quelque chose à abattre, qui veut dire quelque chose. C'est ça que je suis en train de questionner et réfléchir là-dessus. Mais c'est ça. Si vous me demandez pourquoi je n'accepte pas maintenant, parce que j'ai peur de qu'est-ce que ça va avoir l'air. Tout simplement. Et pour l'instant, Vincent le respecte et le comprend. Puis on chemine là-dedans. C'est un très bel échange entre nous. En fait, c'est très riche parce que ça fait plusieurs années qu'on se parle. Il me le ramène à la blague. Le temps. Bon, alors, est-ce que tu es prêt maintenant? Est-ce que tu voudrais? Est-ce que... Je dis non, encore. Il y a quelque chose qui me... Puis en fait, c'est très riche. Puis je le souhaite à tout le monde d'avoir à un certain moment un espace pour discuter et s'ouvrir de ça parce que ça m'a plus fait cheminer dans la relation médecin-patient avec tous mes patients. Cet échange-là que tous les congrès auxquels j'ai été, ça m'a questionné, c'est aller chercher les raisons. Puis voilà, c'est ça qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. On n'a pas eu le temps de parler de notre deuxième situation, mais c'est correct parce qu'on voulait susciter un échange et une réflexion. Je pense qu'on y est arrivé. Je vous remercie pour votre écoute. Je laisse Jean-François. Jean-François, on ne t'entend pas. Un grand merci. Hein. C'est une bonne question aussi pour les pères aidants eux-mêmes. Est-ce qu'un père aidant peut avoir comme père aidé un de ses amis? Il y a toute une réflexion à y avoir, mais on n'a pas un ordre professionnel qui aurait déjà préalablement répondu pour nous. Peut-être que le docteur Lesage, lui, qui est quand même une bonne connaissance aussi de l'évolution du système, là, pourrait y aller de son grain de sel. Ma réflexion, puis je suis quelqu'un d'assez conformiste, alors d'emblée, je suis connu pour ça aussi à ce moment-là. Mais vous êtes à la pointe de la recherche sur le partenariat patient-médecin avec la question là, que vous apportez là, par exemple, à ce moment-là. Je pense que vous le faites de la bonne façon parce que vous le mettez sur la place publique. Puis, vous entendez les arguments, puis c'est une grande ouverture de considérer aussi le cours ici avec nous comme un safe space pour pouvoir le faire aussi à ce moment-là. Comme psychiatre, c'est sûr que traiter quelqu'un qui est un ami, à moins d'être bien mal pris là, dans un coin de pays ou des choses comme ça, là, je pense qu'on ne recommanderait pas nécessairement ça, mais la chose la plus importante, par exemple, on dit dans quelques situations, c'est que nous, comme psychiatres, il est important qu'on ait la supervision, surtout si on est engagé en thérapie, d'avoir une supervision auprès de nos pairs, les groupes BALIN, par exemple, mais dans ce cas-ci, d'avoir comme quelqu'un de superviseur de groupe BALIN, par exemple, qui pourrait vous accompagner aussi. Parce que vous allez là où est-ce que d'autres ne sont pas allés aussi à ce moment-là. Donc, c'est toujours bon d'avoir quelqu'un en haut de la mine où est-ce que vous êtes engagé pour pouvoir vous savoir que vous avez besoin de remonter aussi à ce moment-là. Wow, merci. Alors, un grand merci. J'espère qu'on aura l'occasion de s'en reparler. La question est lancée. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur pour Vincent et moi d'être là parmi vous.